Savourez le bon café et le bon chocolat de Côte d'Ivoire. Le café cacao de Côte d'Ivoire, la force des champions. Nous sommes mardi aujourd'hui et on vous retrouve sur la chaîne qui rassemble et qui ressemble aux Ivoiriens pour Matin Bonheur, votre matinale. On espère que vous êtes bien réveillés ce matin. Nous, on est très heureux de vous retrouver pour encore un bon petit programme de 6h à 7h30. Qu'est-ce que nous allons proposer aujourd'hui? Eh bien, pour le programme, vous le savez, les mardis, on a l'intégrale de la revue. Comme son nom l'indique, c'est véritablement l'intégrale de la revue que nous vous offrons avec, bien sûr, un décryptage assez particulier que vous avez, loin de ce que nous proposons habituellement avec, bien sûr, la revue. Alors, Renaud, aujourd'hui, sera en compagnie du docteur Amidou Touré. On rappelle qu'il est analyste du discours médiatique. Et aussi, on aura du droit dans cette émission. On vous a dit, nous sommes aux couleurs de la Saint-Valentin parce que nous sommes dans la semaine de l'amour, dans le mois de l'amour. Et donc, on parlera d'amour. Mais d'amour, dans quel sens? On parlera d'escroquerie sentimentale. Oui. Que dit la loi dans cet état de fait? Elle nous dira tout, docteur Sandrine Adam. On va aussi vous permettre d'avoir notre rubrique environnement. On parlera d'RSE aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est? Comment comprendre cela, tout simplement? Opportunité ou même, voilà, on verra ce que c'est dans tous les cas avec notre invité. Et on aura aussi du digital à vous proposer parce que nous sommes aussi mardi, tout simplement. Eh bien, vous connaissez nos sessions d'information. 6h30 avec le flash qui vous sera aussi proposé. Voici les grandes lignes de ce que vous allez avoir dans cette émission. Mais à côté de cela, c'est une bonne humeur et une détente aussi que nous allons vous offrir, et ce jusqu'à 7h30 pour vous permettre de bien démarrer votre journée de mardi, tout simplement. Allez, on démarre avec ce premier élément. On se retrouve dans quelques instants et on aura la revue, l'intégrale à vous proposer. Installez-vous confortablement. Matin Bonheur, c'est parti. Rodrigue, il a 40 ans, suit vivre à l'AVC, vivre après l'AVC. Rodrigue, 40 ans, a récemment fait un AVC. Il a perdu l'usage de son côté droit et éprouve des difficultés à parler au-delà du handicap physique. Il se sent inutile, découragé et profondément triste face à cette nouvelle vie qu'il n'avait pas imaginée. Question: comment aider Rodrigue à retrouver l'espoir, dignité, qualité de vie malgré le handicap? Alors, il a perdu l'usage de tout son côté droit. Côté droit. Et l'usage de la parole. Oui. Donc, l'AVC, effectivement, c'est quelque chose de fortement handicapant, surtout s'il était quelqu'un de très actif. Oui. Donc, l'AVC, c'est une maladie qui a un impact physique et aussi psychique. Donc, dans le côté physique, en dehors de la prise en charge médicale, on va faire intervenir des kinésithérapeutes qui vont exercer le membre, la fonction qui est perdue, essayer de récupérer. Dans bien des cas, on peut récupérer une partie de la fonction avec laquelle il peut se reconstruire. Donc, quand on lui explique, déjà, ça l'aide à reprendre de l'espoir. Il y a aussi des kinésithérapeutes spécialisés pour la parole. Ce sont les orthophonistes. Donc, c'est pour dire que ça existe, ce n'est pas une fatalité. Oui. Il y a des gens qui ont perdu des fonctions après qu'ils les ont retrouvées, après toutes ces thérapies complémentaires. D'accord. Il y a aussi un type de nutrition, on va l'accompagner, un type de nutrition qui va permettre aux zones du cerveau qui ont été en souffrance, mais de se revigorer. On appelle la nutrition neuroprotectrice. Ça existe également. D'accord. Donc ça, c'est pour le côté physique. Ensuite, le côté psychologique, on va faire c'est un peu les mêmes principes. Hein. Oui. La thérapie cognitivo-comportementale, on l'a fait également pour les personnes qui ont des AVC. Sauf que chez lui, ce que moi je conseille également, peut-être le mettre en contact avec des coachs certifiés et qui vont travailler à sa réinsertion, à sa reprojection. Oui. Parce que je prends un exemple, s'il avait une activité qui était fortement physique et qui n'a plus sa fonction, c'est sûr qu'il aura du mal à exercer cette activité. Donc, on va retravailler à sa reconversion, voir quelles sont les nouvelles perspectives qu'il peut trouver, en fait, en fonction de ses objectifs, pour ne pas qu'il soit, on va dire, lésé quand il va s'en remettre. Merci beaucoup. Allez, on va aller avec un dernier cas. Maggie, 22 ans, les blessures silencieuses de l'enfance. Maggie, 22 ans, a subi
dans son enfance des abus répétés de la part d'un membre de sa famille, par peur du jugement. Et pour préserver l'équilibre familial, elle a gardé ce vécu enfoui pendant des années. Aujourd'hui, adulte, elle ressent une souffrance intérieure qui diffuse parfois inexpliquée même, qui perturbe ses relations et son bien-être. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ce cas avant de demander pourquoi ce traumatisme vécu dans l'enfance peut contribuer bien sûr à continuer à affecter bien sûr son mental? Abus répétés. Oui. Mais ça, c'est quand même assez courant. Hein? Oui. Dans nos familles, c'est courant, on dit, faut pas parler. Si tu as parlé comme c'est tel tonton, si tu as parlé, ça peut casser telle relation, il faut garder. Et c'est très dangereux. Ça peut gâter la famille. Ça peut gâter la famille. On préserve les intérêts de la famille au détriment de la personne. Oui. C'est quand même fréquent. Oui. Alors, comment est-ce qu'on l'aide, elle? Comment est-ce qu'on l'aide? Oui. Donc, en général, les personnes qui ont été abusées, elles ont un problème d'estime de soi. Parce qu'elles se considèrent comme diminuées, comme si ça les a affectées dans leur estime personnelle. Oui. Voilà, donc au cours de la thérapie, au cours de l'accompagnement, on va effectivement travailler cette estime-là pour qu'elles comprennent que c'est vrai que tu as été exposé à un facteur traumatisant, mais ça n'a pas affecté la qualité de la personne que tu es. Quand tu comprends que tu as de la valeur, que tu n'as pas été diminué, pas du tout, il a peut-être eu accès à ton corps, mais pas à ta qualité. C'est plus facile de prendre un écart par rapport à ce qui est arrivé et puis à avancer, à pardonner et puis à avancer. Voilà, donc c'est plus des personnes chez qui on va travailler l'estime de soi. Bien sûr. Alors, docteur, c'est vrai qu'on a dit beaucoup de choses. Il y a forcément une question que l'on se pose à la maison. Est-ce qu'on en guérit? Lorsque la santé mentale est touchée, est-ce qu'on en guérit? Est-ce qu'on redevient ce qu'on était avant et on peut sourire, vivre aisément et tout? Oui, tout à fait. Okay. La santé mentale, en fait, le mental, c'est l'homme intérieur. Il a des principes. Quand on connaît ces principes et qu'on les respecte, oui, on peut en guérir. Il y a des personnes qui ont été soumises à des traumatismes violents, qui ont vu des guerres, des génocides, qui ont vu leurs parents partir, mais qui ont été bien accompagnés et qui sont devenus des leaders. Il est exactement 6h10. Vous êtes sur RTI1 et c'est Matin Bonheur que vous suivez. La prochaine articulation, ce sera bien sûr l'intégrale. On vous a dit, c'est mardi aujourd'hui. Renaud reçoit le docteur Amidou Touré. Il est analyste du discours médiatique. Voilà, je pense que... je le dis de l'autre là, mais franchement, il ne faut pas que ça sorte. Allez, on part maintenant avec l'intégrale. On se retrouve dans une quinzaine de minutes. Voilà, et on aura le flash d'information. À tout de suite. Bonjour à tous et merci de nous retrouver pour l'intégrale de la revue de presse. Angela l'a dit, on est en compagnie du docteur Touré. Bonjour docteur. Bonjour Renaud. 2 semaines plus tard. Oui, tout à fait. On se retrouve comme d'habitude. Et avec vous aujourd'hui, 5 titres à développer. On démarre avec un titre en relation avec les infrastructures. Le nouveau ministre des infrastructures, le ministre Insié Koulibaly, Insié Yacouba, merci, a visité le chantier de la Y4 et il a annoncé une très bonne nouvelle. Oui, bientôt. Nous allons donc avoir la Y4 au grand complet. Oui. C'est vrai qu'il y a eu la première session qui reliait Ebimpe à la Riviera terminée pendant la Coupe d'Afrique d'ailleurs. Et ensuite, il reste la section 2 et la section 3. La section 2 qui concerne donc Ebimpe à l'autoroute et de l'autoroute au carrefour Jacquesville. Et bientôt, ce sera donc mis en circulation totalement. Et c'était une voie de contournement de la ville d'Abidjan. Et donc, hors agglomération, il se trouve qu'aujourd'hui, la ville a rattrapé cette partie. Et aujourd'hui, nous sommes obligés donc, d'attendre qu'il y ait des travaux encore, de signalement d'abord, mais ensuite d'électrification, puisque la Y4 se trouve pratiquement au centre de la ville. Et ce qu'il aussi faut remarquer, c'est que c'est une voie de modernisation d'infrastructures routières et qui respecte les normes internationales. Oui, et justement, cette Y4 qui est longue de 55 km, 2 fois 2 voies. Si, 2 fois 2 voies, 55 km. Cette autoroute qui est dotée d'échangeurs et d'équipements répondant aux standards internationaux. Absolument. Et qui va permettre donc de fluidifier quand même la circulation à l'intérieur du Grand Abidjan. Bon, on peut dire que pour sa première sortie, le ministre annonce une très bonne nouvelle. Une très bonne nouvelle pour les automobilistes et pour tous ceux qui vraiment rêvaient de voir se réaliser ce grand projet d'infrastructure routière en Côte d'Ivoire, la Y4. Mais vous l'avez dit, la première section qui était déjà ouverte depuis avant la CAN 2023, qui permet à tous ceux qui partent de la Riviera
de tranquillement sortir d'Abidjan sans avoir à passer par Abobo et faire le grand tour. Hein, imaginez si vous devez partir pour l'intérieur du pays, vous êtes à la Riviera, plus besoin de faire tout venir tout droit. Oui. Il suffit de passer par la Y4, vous rattrapez l'autoroute et vous êtes parti. Mais tout ça, et vous gagnez en temps. Oui, tout ça s'inscrit dans la modernisation. De moderniser le transport public en Côte d'Ivoire et surtout de fluidifier le trafic routier dans le district d'Abidjan et allant jusqu'à l'intérieur du pays. Absolument, c'est une très bonne chose pour les automobilistes. Surtout que ce week-end n'a pas été du tout de tout repos avec tout ce qu'on a pu voir. Et voilà, c'est pour ça que ces infrastructures-là sont les bienvenues. Allez, on sort des infrastructures pour parler de production agricole et les acteurs des filières coton, anacarde et karité étaient réunis à Yamoussoukro les 6 et 7 février 2026. Oui, nous sommes encore, ils ont un nouveau ministre de l'Agriculture, M. Nabane Kone, et avec le Premier ministre, il y a eu vraiment ce grand rassemblement pour parler de l'avenir de cette filière. Il faut savoir que les travaux sont portés sur ce qui est important, sur l'innovation locale et la revalorisation des produits issus de l'anacarde, des karités et du coton. C'est une très bonne chose parce que le prix de l'anacarde aujourd'hui, Borchamp, est passé à 400 francs le kilogramme. Donc, ça veut dire que c'est dans des secteurs porteurs. Et comme nous sommes en pleine agriculture, il faut vraiment essayer de voir comment rentabiliser vraiment ce secteur d'activité dans l'agriculture. Et justement, vous parliez du prix, hein, le prix qui est en deçà du prix qui avait été fixé pour la campagne précédente, mais le ministre Nabane Kone l'a dit, ça pourrait repartir. Ça pourrait repartir. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que, entre-temps, le dollar a baissé. Oui. Donc, ce que nous perdons, nous le regagnons d'une autre part. Et justement, cette rencontre qui a porté sur la revalorisation et la compétitivité des filières, qui était au cœur des débats. Hein, parce que, comme le Premier ministre l'a dit au cours de cette activité, il faut arriver à la transformation de nos produits. Oui, il faut transformer nos produits. Et vous voyez, par exemple, quand vous prenez le karité, on fait beaucoup de choses avec. Vous prenez, comment on appelle ça, l'anacarde. Également, ce qui est très intéressant dans l'anacarde aujourd'hui, vous voyez dans les supermarchés, par des producteurs locaux, des mini-transformations qu'on essaie déjà de vendre sur le marché. Et je pense que c'est ça, c'est ce qu'il faut. Il faut revaloriser les produits issus de ces trois activités agricoles, le coton, et anacarde et karité, surtout l'anacarde et le karité. C'est important parce que aussi, c'est ça l'agriculture. Il faut être capable qu'on ait une consommation locale et au besoin l'exporter. Et donc, si cela peut vraiment rendre heureux les producteurs, je pense que c'est ce qu'il faut à un moment donné, la transformation locale de nos produits et les revaloriser. Ce n'est pas transformer pour transformer, mais surtout pour revaloriser et avoir un marché local pour la consommation. Et justement, c'est ça la véritable vision du gouvernement. Il faut le dire, la Côte d'Ivoire qui est premier producteur d'anacarde. D'anacarde, oui. Leader mondial voilà, de l'anacarde et qui entend, comme l'avait dit, vraiment mettre l'accent sur la transformation et surtout la revalorisation de ces trois produits d'exportation. Donc, on parle de criminalité à présent. Hein, et l'AGRAC qui a organisé récemment une vente aux enchères sur des biens qui avaient été saisis dans le cadre de procédures judiciaires. Ah oui, la vente aux enchères, c'est monnaie courante. Hein. Voilà, donc à un moment donné, quand on saisit un certain nombre de choses et qu'il n'y a pas d'issue, il y a une vente aux enchères. C'est surtout moi, c'est ce qui est important, c'est ouvert à tout le monde pour que voilà, on puisse venir. Surtout dans le monde du taxi, on a vu qu'il y a eu avec les Uber, etc., il y a eu beaucoup de difficultés, beaucoup de problèmes dans ce secteur d'activité. Aujourd'hui, une vente aux enchères va permettre à certains usagers d'acquérir des voitures, les remettre en état et puis les remettre dans le circuit. Si on peut les reconditionner pour les remettre dans le circuit du taxi, c'est une très bonne chose. Mais il faut dire que l'AGRAC, qui est l'agence de gestion et de recouvrement des avoirs criminels, a été mise en place par le gouvernement ivoirien justement pour traiter ce genre de situation liée à des infractions judiciaires. Oui, oui. Donc ces véhicules-là et aussi près de 1241 bouteilles de gaz ont été saisies dans le cadre de procédures judiciaires. Oui, on a vu que les bouteilles de gaz, c'est quelque part Samo, avant Assini, ça, parce que tout simplement, il y a encore des gens qui continuent de faire le transvasement de gaz alors que nous savons que c'est un produit très dangereux. Et on se rappelle que
pas plus tard qu'il y a quelques semaines, à Bobo et un peu à l'intérieur du pays, il y a eu des dégâts causés par l'explosion des gaz butane. Et il y a encore, je crois, quelques semaines, à Yamoussoukro, les chauffeurs de taxi s'étaient mis en grève encore par rapport à l'utilisation encore du gaz comme carburant dans les taxis. Donc, vous voyez que... Ce qui est illicite. Hein, ce qui est illicite, on n'a pas bien compris, en tout cas personnellement, je n'ai pas bien compris cette grève. Oui, ben, il fallait donner un peu de la voix pour se faire entendre, alors que finalement, c'était la chose à ne pas faire. C'est cela. Voilà. C'est cela. Et il faut dire que cette initiative s'inscrit dans la stratégie nationale de lutte contre la criminalité économique et financière. Cette stratégie-là qui repose sur la dépossession des auteurs d'infractions du produit de leurs activités illicites. Ouais, voilà. L'activité étant illicite, vous tombez sur le coup de la loi. Tout ce qu'on peut faire, c'est de vous déposséder de tout ce que vous avez, acquis vraiment illicitement. Et mettre en vente, comme cela a été fait récemment par l'agence, je rappelle le nom de gestion et de recouvrement des avoirs criminels, AGRAC. Allez, donc, on part à Yamoussoukro, où s'est tenu le week-end passé la nuit des Ébonies, et le grand vainqueur cette année, c'est Fatou Silla de Fraternité Matin. J'allais dire que la tradition à Fraternité Matin... Bon, en fait, ils réalisent la passe de deux. Hein. L'année dernière, cette année, ils sont dans la continuité. Ils sont dans la continuité. C'était féerique. Et vous avez vu toute la joie qui s'est emparée du monde du journalisme. Et Fatou, quand on remporte déjà le meilleur prix d'enquête, et le meilleur prix de la presse écrite, je pense qu'elle était déjà bien placée. Elle a remporté elle a eu 4 prix. Un prix spécial des droits de l'homme, prix de la meilleure enquête, prix de la presse écrite et le Super Ébonies. Oui, voilà. Donc c'était l'excellence qui a été célébrée à Yamoussoukro devant un parterre de personnalités. Et donc le gremium journalistique a eu le temps donc de décerner les prix à qui il fallait. Et je pense que cette année, avec le travail fait par Fatou Silla, cela a donné ce que nous savons. Fraternité Matin a remporté aussi quelques prix sectoriels. Et voilà, il y a certains journalistes qui ont... Serge Nguessan, Ange Martial et Ouradé, qui ont remporté aussi des prix. Oui, on peut aussi faire une passe à la RTI avec le jeune Khalil Diomandé. J'allais y arriver. Ok, d'accord. Non, forcément. Fatou Fofana aussi, et Khalil. Delphine Blas. Delphine Blas, voilà. Du journal, oui. Mais je pense que, vous voyez, je n'ai pas envie de le dire, mais il faut le dire quand même, les services publics, il y a la qualité. Forcément. C'est eux qui remportent les prix, voilà. Et il faut dire qu'elle n'était pas à son coup d'essai. Oui, elle n'était pas à son coup d'essai. Plusieurs tentatives qu'elle y est arrivée. Je crois qu'elle a dit en interview, là, elle a gagné quelques prix sectoriels, mais cette année, ça a été vraiment le Graal total. Elle a plané au-dessus du monde journalistique par la qualité de ses productions. Et on ne remporte pas le prix de la meilleure enquête par hasard. Donc, c'est du travail. Et ce qu'on dit, c'est le travail bien fait qui est récompensé. Donc, on invite toujours les journalistes à travailler parce qu'il faut maîtriser également aussi les techniques du genre journalistique. Il faut éviter les confusions de genre dans le traitement de son information et surtout maîtriser l'enquête, l'interview et le reportage. Ce sont les 3 grands journalistiques. Et quand on a la maîtrise et qu'on s'assoit pour écrire en français surtout, cela donne ça. Mais le doyen Bomba Alex Souleymane l'a dit, qui était membre du jury, il a dit, avant la remise des distinctions, il est revenu justement sur ce que vous venez de dire, il faut y mettre la qualité. Il faut y mettre la qualité, c'est important. Voilà, surtout, il faut être lisible et il faut qu'on comprenne votre travail. Il faut le faire en français. Parce que c'est la langue de travail qu'on a. Et puis, il faut dire, pour rappel, que Fraternité Matin s'était déjà adjugé le Super Ébonies l'année dernière. Faustin et Roumont. Et ils sont donc dans la continuité, je le disais. Ils ont conservé leur trophée. Oui, ils ont conservé leur trophée. Et puis, il y a aussi Serge Nguessan, qui a été désigné meilleur journaliste culturel, qui est aussi à Fraternité Matin, le grand frère à qui on fait un coucou. Et puis, bon, la RTI, vous l'avez dit, on ne saurait chuter sur ce sujet-là sans parler de la RTI. Voilà, à travers Khalil Diomandé, Fatou Fofana et la grande sœur Delphine Blas, qui sont aussi repartis avec des trophées. Donc la tradition aussi à ce niveau-là a été respectée. Tout à fait. À chaque distinction, la RTI remporte des trophées. Forcément. Voilà, je reviens donc sur les distinctions. Pour la presse écrite, donc, Fatou Silla, Super Ébonies Fatou Silla, meilleur journaliste culturel,
Serge Nguessan, prix spécial de l'innovation technologique Ange Martial et Ouradé, et puis pour les autres prix sectoriels, on l'a dit, des agents de la RTI aussi, et puis un agent de la Radio Nationale Catholique, si je ne m'abuse. Si. Voilà. Allez, on passe à autre chose. Donc, la fête de la Tabaski, c'est bientôt. Oh oui. Voilà, et la dans Côte quelques d'Ivoire mois. est dans l'anticipation. Ah oui, c'est normal que la Côte d'Ivoire anticipe. Vous savez déjà que ceux qui nous entourent font partie de l'AES et c'est eux qui souvent approvisionnent la Côte d'Ivoire en bétail. Et avec les difficultés diplomatiques que nous rencontrons avec ces pays, on s'est dit à quelle sauce serons-nous mangés et est-ce qu'il n'y aura pas une flambée des prix? Alors pour anticiper, pour parer à toute éventualité, la Côte d'Ivoire est allée vers la Mauritanie, grand vivier également de production, pour pouvoir nouer ce partenariat de sorte qu'on puisse avoir suffisamment de bétail pour la fête de Tabaski. Mais justement, on a parlé vous avez évoqué la flambée des prix, mais la distance qu'il y a entre la Côte d'Ivoire et la Mauritanie, est-ce que ça ne va pas impacter le coût des bêtes à Abidjan? Je pense que le bétail doit traverser certains pays de l'AES. Justement, c'est pour ça que ça se fait vraiment bientôt. Alors, pour ne pas que quand on soit juste à l'approche, le temps est parti pour que les bêtes arrivent, pour qu'il y ait cette flambée de prix. C'est vrai qu'il y a une distance. Et donc, la distance va jouer sur le prix, mais on peut l'amoindrir. Alors que si de l'autre côté, c'est l'AES qui attend au dernier moment et qui vient ces bétails, je pense que les prix vont aller un peu plus, vont grimper. Et donc, pour éviter tout cela, je pense que tout ceci va être travaillé. On va concevoir comment est-ce que les prix vont être, de sorte que le consommateur ivoirien, pendant cette fête-là, soit en mesure de payer sa bête et non... Et les autorités ivoiriennes qui font bien d'être dans l'anticipation. Le ministre Sidi Touré, donc, qui a rencontré son homologue mauritanien pour pouvoir prendre les dispositions pratiques. Absolument. Pour éviter que cette belle fête-là, qui doit être une fête du partage... Une fête de Tabaski sans mouton. Non, ça ne le fait pas. Il faut immoler, il faut le sacrifice d'Abraham. C'est bien cela. Et justement, donc, les autorités qui prennent les dispositions pour que cette fête soit des plus belles possibles et moins coûteuses. Absolument. Voilà, pour la communauté musulmane. Allez, donc, on va chuter ici. D'accord. En rappelant à nos téléspectateurs qu'on a été très heureux d'être en leur compagnie pour ce numéro de l'intégrale de la revue de presse qu'on a passé en compagnie du Dr Touré, analyse du discours médiatique et enseignant à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Allez, on passe le relais à Thierry Oswald pour la suite. Merci beaucoup, bien sûr, pour la revue. On a dit c'est l'intégrale tous les mardis. C'est vraiment l'intégrale que nous nous permettons d'avoir avec un décryptage. Merci à vous, docteur Hamidou Touré. On a dit analyse du discours médiatique avec lui, bien sûr, en alternance avec docteur Topé, à qui on fait aussi un petit coucou. Donc, allez, on poursuit cette émission. Vous aurez le flash d'information avec Martha Kissi, qui est déjà dans ce studio avec son beau sourire. Et puis, on va se retrouver dans encore une quinzaine de minutes pour continuer cette émission. On rappelle qu'on aura environnement aujourd'hui. On parlera des RSE et on parlera aussi de digital en compagnie d'experts en la matière. Et sans oublier que le droit vous sera aussi servi. À tout de suite. Bonjour à tous. Le temps prévu pour cette matinée, on aura quelques pluies localisées tôt le matin sur les régions du littoral du pays. Par la suite, on observera un temps soleillé. Au nord et sur la bande centrale, le temps sera influencé par les vents secs d'harmattan. Partout ailleurs, le temps sera partiellement nuageux. Les températures prévues pour cette matinée, on aura 23 degrés à Bangourou, 24 degrés à Abidjan et Adiaké, 22 degrés à Bondoukou, 21 degrés à Boaké, 20 degrés à Bouna et Boundiali, 23 degrés à Daloa, 24 degrés à Dimbokro et Gagnoua, 21 degrés à Guiglo, 20 degrés à Kong, Korogo et Man, 18 degrés à Odiéné, à San Pedro 24 degrés, Sassandra 24 degrés. On notera une bonne série de 23 degrés sur les villes de Séguéla, Soubré, Tabou, Tiasalé, 19 degrés à Touba et 23 degrés à Yamoussoukro. Le temps prévu pour cet après-midi, en milieu ou en fin d'après-midi, les orages accompagnés parfois de pluie seront présents sur les régions du littoral, du sud forestier et de l'ouest du pays. Ailleurs, le temps sera nuageux et ensoleillé.
Les températures prévues pour cet après-midi, on aura 33 degrés à Bangourou, 31 degrés à Abidjan et Adiaké, 35 degrés à Bondoukou, 34 degrés à Bouaké, Bouna, Boundiali et Daloa, 35 degrés à Dimbokro, 34 degrés à Gagnoua, 34 degrés à Guiglo, 34 degrés à Kong et Korogo, 33 degrés à Man, 34 degrés à Odiéné, 32 degrés à San Pedro, Sassandra et Séguéla, 34 degrés à Soubré, 32 degrés à Tabou, 33 degrés à Tiasali, 35 degrés à Touba et à Yamoussoukro, 33 degrés. Bonjour à tous et bienvenue dans la toute première édition sur RTI 1. Et si le futur se jouait maintenant, un dialogue décisif vient de s'ouvrir pour accélérer le développement de la Côte d'Ivoire sur les 10 prochaines années. Objectif, tenir les engagements de Séville et boucler l'agenda 2030 des Nations Unies. Autour de la table de discussion, le ministre du Plan et du Développement et les partenaires internationaux. Dangui Dangui. La mobilisation des ressources pour le financement du Plan national de développement 2026-2030 au centre du dialogue sur la problématique du développement organisé récemment par le système des Nations Unies en collaboration avec les autorités. Aujourd'hui, notre objectif est de consolider le positionnement de notre pays en nous appropriant l'engagement de Séville à travers le Plan national de développement 2026-2030 adopté la semaine dernière en Conseil des ministres. Je voudrais donc profiter de cette tribune pour vous inviter à nous accompagner comme par le passé dans l'organisation et la réussite de nos consultations qui vont matérialiser vos engagements pour mobiliser, structurer et optimiser des financements avec, si nous l'espérons, des mécanismes innovants de mobilisation de ressources concessionnelles en vue d'assurer la mise en œuvre effective de nos stratégies de développement dont la finalité est d'améliorer de façon significative les conditions de vie de nos populations. Au menu de ce dialogue de haut niveau sur le développement en Côte d'Ivoire, un panel sur le positionnement de la Côte d'Ivoire dans les engagements de Séville et la phase finale de l'agenda 2030 du développement durable, suivi des échanges libres avec les autorités présentes. Et puis, l'image du jour, c'est ce retour au bercail de l'Airbus A319 d'Air Côte d'Ivoire, touché par des balles au Niger en janvier dernier. L'avion a subi hier ses premières expertises à Abidjan et sur place, le ministre des Transports a tenu à marquer son soutien à la compagnie nationale. Le point complet de Jean-Luc Bangbo. Voici l'Airbus A319 de la compagnie Air Côte d'Ivoire. Touché par des tirs lors de l'attaque survenue à Niamey, au Niger, dans la nuit du 28 au 29 janvier dernier. Après une dizaine de jours d'immobilisation et une série d'inspections techniques approfondies sur place, l'appareil a regagné Abidjan le vendredi 6 février dernier. Ce lundi, le ministre des Transports et des Affaires maritimes, Amadou Koné, est venu constater lui-même l'ampleur des dégâts. Les traces des impacts sont encore visibles sur le fuselage et l'intérieur de l'appareil. Mais plus de peur que de mal. Je suis venu constater pour rendre compte des dégâts qui ont été causés. Je me rends compte que nos personnels déjà ici, en relation avec le constructeur, ont commencé à travailler pour que l'avion soit rapidement disponible et opérationnel.
Pour le ministre, l'essentiel reste la sécurité et la continuité des activités de la compagnie aérienne ivoirienne. Air Côte d'Ivoire continuera de desservir toutes les capitales au profit de l'ensemble des Africains. Les dispositions ont été prises, l'assurance a été saisie, elle donnera sa réponse au moment venu. En tout état de cause, il faut savoir qu'il y a une réglementation en la matière. Le plus important pour l'instant, c'est que personne n'a été blessé. Notre appareil, quoique endommagé, a pu voler pour venir à Abidjan et que nous avons le personnel qu'il faut pour remettre en état de marche très rapidement notre vol. Pour le reste, nous allons continuer avec la compagnie, travailler, donc pour voir qui devra payer. Pour l'instant, il fallait vraiment que l'avion revienne. Un épisode qui rappelle les défis sécuritaires dans la sous-région, mais aussi la résilience de la compagnie nationale. À Abidjan, l'Airbus A319 d'Air Côte d'Ivoire entame désormais une nouvelle phase, celle de la remise en état avant un retour progressif dans le ciel africain. On reprend justement le ciel pour l'Afrique du Sud. Et c'est à Cape Town que se joue l'avenir de nos ressources minières. Le grand rendez-vous annuel sur les mines vient d'ouvrir ses portes et la Côte d'Ivoire y affiche ses ambitions. Le sous-sol ivoirien attire les plus grands opérateurs mondiaux. Reportage de notre envoyé spécial, Lanciné Bakayoko. Le Cap, capitale minière de l'Afrique pour 4 jours. Compagnies minières, investisseurs, innovateurs et gouvernements réunis dans la ville sud-africaine avec un seul slogan, plus fort ensemble, progresser grâce au partenariat. Objectif, stimuler la croissance du secteur minier et accroître sa part dans le développement du continent. À ce grand rendez-vous, axé sur le réseautage, l'investissement et l'expertise, la Côte d'Ivoire tient le bon filon. Le pays qui a découvert d'importants gisements, notamment à Tanda, ambitionne de devenir un hub pour la sous-région. La Côte d'Ivoire est à cette édition 2026 de Indaba pour promouvoir son secteur minier, pour également promouvoir la 2e édition du CIREX qui aura lieu du 18 au 22 novembre 2026. La Côte d'Ivoire vient également pour trouver des investisseurs pour les projets miniers de grande envergure, ce qu'on appelle des projets structurants. L'offensive commerciale du gouvernement ivoirien est favorablement accueillie par les investisseurs, la chaîne logistique, du moins tout l'écosystème minier. Plusieurs hommes d'affaires ont été reçus par les autorités ivoiriennes. J'ai eu des échanges assez intéressants avec la délégation ivoirienne qui m'ont rassuré de leur volonté de travailler avec le secteur privé pour une industrie minière ivoirienne performante et durable dans l'intérêt de chaque partie. On sait que la Côte d'Ivoire détient 35% du potentiel en or de la région de l'Afrique de l'Ouest. Et ça, c'est quelque chose qui est démontré. Et ces investisseurs-là sont très intéressés par le domaine de l'or. Donc, ils sont plusieurs à être venus à notre stand. Mais on rencontre également des partenaires qui investissent déjà en Côte d'Ivoire et qui ont des préoccupations particulières. On a regardé et on a proposé des solutions pour que ce soit réglé rapidement. Ici au Cap, ce mardi est exclusivement dédié à la Côte d'Ivoire. Sous le pavillon Côte d'Ivoire, il est prévu des rencontres B2B. Des partenariats stratégiques seront également noués. Parlons justement de richesse. Succès total pour la RTI. 4 distinctions à la soirée des Ébonies. Le professionnalisme de la mère des télévisions est une nouvelle fois récompensé. Les journalistes primés ont été reçus par la direction générale. Roxane Ambaché et Jean-Marc Dadji. La radiodiffusion télévision ivoirienne, RTI, a brillé lors de la 27e édition de la Nuit des Ébonies avec 4 distinctions. Ce matin, les 3 lauréats sont reçus par Jean-Martial Adou, directeur général de la radiodiffusion télévision ivoirienne. Il salue leur professionnalisme et leur contribution au rayonnement de la RTI sur la scène médiatique nationale et internationale. Delphine Blas, rédactrice en chef de RTI 1 et présentatrice du magazine Côte d'Ivoire en marche, a reçu le prix d'honneur pour la promotion des actions du gouvernement. Une initiative qui dure depuis 14 ans. Cette production phare de la RTI valorise l'impact concret des politiques publiques sur les populations. La saison 9, baptisée la saison de la Grande Côte d'Ivoire, se prépare déjà avec de nombreuses innovations.
Fatou Fofana a été également sacrée meilleure présentatrice du journal télévisé. J'aimerais dire merci à tout le monde pour l'appui, pour la collaboration, pour le soutien constant. La rédaction du RTI 1 est honorée de porter en son sein Khalil Diomandé, aujourd'hui le plus jeune lauréat des Ebonies. À 26 ans, il décroche 2 prix majeurs. Je n'ai pas d'autres mots si ce n'est que le mot gratitude, parce que j'ai fait mes premiers pas dans les médias ici à la RTI. C'est ici que j'ai appris à affiner mon écriture. C'est ici que j'ai appris tout ce que je sais aujourd'hui dans le journalisme. Et j'espère que ce ne sera pas le dernier prix, mais le début, en tout cas, d'une belle carrière. Ce moment a été marqué par des échanges traduisant l'esprit d'équipe et la solidarité qui anime le groupe RTI. Et c'est la fierté de tout le groupe RTI. Et dans la dynamique d'excellence, le ministre de l'Enseignement supérieur a inspecté les nouveaux chantiers de l'INPHB à Yamoussoukro. Entre extension des bâtiments et naissance de l'Agence spatiale nationale, la Côte d'Ivoire investit dans la haute technologie. On fait le point avec Sephora Zegui. Créé en 1996, l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny, fleuron de l'enseignement supérieur ivoirien, est aujourd'hui confronté à 2 défis majeurs: la dégradation de ses infrastructures et l'insuffisance de sa capacité d'accueil. Pour y répondre efficacement, le gouvernement a engagé un vaste programme de réhabilitation des cités universitaires et d'extension du campus. Le ministre de tutelle est venu constater de visu l'état d'avancement des travaux en cours. Les 2 sites, on a 16 fois 2, ça fait 32 bâtiments. Et pour le moment, il y a 4 bâtiments qui sont en réhabilitation. Mais croyez-moi, tout le reste sera réhabilité. Et je me suis tout à l'heure entretenu avec le patron de l'entreprise. Il y a un coup d'accélérateur qui sera donné aux travaux de telle sorte que tout puisse aller très très vite. Autre étape clé, la visite d'un bâtiment moderne de 202 lits en cours de construction avec l'appui financier de l'Agence française de développement, AFD. Ce projet marque le démarrage d'un programme plus ambitieux qui prévoit à terme la réalisation de plus de 1000 lits supplémentaires pour renforcer la capacité d'accueil de l'INPHB. Adama Diawara achève sa mission de contrôle sur le chantier de la future Agence spatiale de Côte d'Ivoire, créée par décret en mai 2025. Une première historique pour le pays qui devient ainsi le 18e État africain à se doter d'une agence spatiale nationale. Aujourd'hui, les sciences et les technologies spatiales sont devenues une nécessité stratégique pour les pays, pour le développement certes, mais également pour la sécurisation et la défense du pays. Et n'oubliez pas d'ailleurs que l'agence a 6 directions, parmi lesquelles il y a une direction qui est dédiée à la défense. Parce que qui parle de spatial, parle de satellite, parle de drone. Et du coup, c'est vrai, on a tendance à voir la météorologie, les télécommunications, la navigation, etc., la gestion des ressources naturelles. Mais il y a aussi la sécurité et la défense du territoire. Entre modernisation des universités et des grandes écoles publiques et lancement de l'agence spatiale, l'État ivoirien réaffirme sa volonté d'investir durablement dans la science, la technologie et l'innovation afin de façonner les talents d'aujourd'hui et relever les défis de demain. Restons à Yamoussoukro où le Rotary Club Côte d'Ivoire a célébré ses 70 ans. Un événement de prestige marqué par la présence exceptionnelle du président mondial Francesco Arezzo. 3 jours d'échanges et d'engagement, nous rapporte Yaneba Ouattara. 43e réunion interville des clubs Rotary de Côte d'Ivoire à Yamoussoukro. Cette rencontre parrainée par Eugène Aka Awele, président du Conseil économique, social, environnemental et culturel, a rassemblé de nombreux Rotariens venus de plusieurs régions du pays. Au cours des travaux, les participants ont dressé le bilan des actions menées et évoqué les perspectives du Rotary en Côte d'Ivoire. Eugène Aka Awele exhorte les membres à demeurer aux côtés des populations, notamment les plus vulnérables. Chers membres du Rotary, la cohérence affichée entre les valeurs affirmées et les actions menées sur le terrain est suffisamment édifiante car il est remarquable que cette cohérence rejoint idéalement la dynamique dans laquelle s'inscrit le Conseil économique, social, environnemental et culturel, chambre consultative pour laquelle la paix, la cohésion sociale et la prospérité collective se construisent par le dialogue, par la mobilisation responsable des compétences
et par l'engagement de tous au service du bien commun, avec une attention particulière portée aux plus vulnérables. La réunion interville a également constitué un cadre privilégié de fraternité et d'amitié, célébrant cette décennie d'engagement et de service en faveur des populations ivoiriennes. Le 70e anniversaire du Rotary en Côte d'Ivoire a été marqué par la présence du président du Rotary international, Francesco Arezzo, accompagné de son épouse. Dans le reste de l'actualité, grève des enseignants au Gabon, le président Brice Clotaire Oligui Nguema a effectué une visite sur le terrain. Il s'est rendu au lycée technique Omar Bongo et au lycée national Léon Ba, les deux grands lycées de Libreville, avant de s'adresser aux enseignants sur les réseaux sociaux. Il assure en tant que fils d'enseignant connaître leur réalité et prendre leurs problèmes à bras-le-corps. Le président s'engage à les résoudre méthodiquement et progressivement. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. On se donne rendez-vous demain dès 6h30 pour un autre point de l'actualité. Et ce sera toujours avec le même plaisir de la recevoir. Martha Kissi, bonjour. Bonjour Thierry Angeval. Ça va bien? Je vais très bien, merci. Et toi? Super. Même quand ça ne va pas, ça va. Ouais. Merci pour le sourire, Martha Kissi. Toujours. Fais un beau sourire. Regarde la caméra, fais un beau sourire. Alors, la suite de la journée, Marthe, c'est quoi? La suite de la journée, comme chaque jour, on a la conférence de rédaction à 9h. Oui. Avec tous les journalistes à préparer quand même le plat de 13h, qui est la grande édition de la mi-journée. Voilà, et puis... nous aussi, on se prépare. Et puis les reportages aussi, tout ça? Oui, la préparation, c'est aussi les reportages. Les reportages qui sont programmés par jour. Bien sûr, donc, oui. Voilà, des reporters qui vont sur le terrain collecter l'information. C'est clair. En temps réel. Il y a beaucoup de personnes qui se demandent, quand on finit de présenter le journal, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on part à la maison? Est-ce qu'on va se reposer? Pas du tout. On ne part pas à la maison, on assiste à la conférence de rédaction d'abord. Et à part le journal, on a d'autres activités quand même au niveau de la rédaction. Donc, on prépare les émissions, comme ça fait l'actualité par exemple. Oui, OK. Voilà. Et puis... Karim dit partir à la maison, c'est pas mauvais. Non, Karim, ils vont pas, c'est moi. On a d'autres projets aussi, pour les téléspectateurs. Donc on est quand même dans les coulisses en train de préparer cela et ça va sortir au grand jour et pour le bonheur des téléspectateurs. C'est trop une passionnée celle-là. Oh là là. Martha Kissi. Merci Marthe. Plaisir. Hein? Vous avez ces voix féminines que nous avons le matin. Coralie Corée, Makoko et puis Martha Kissi. Voilà, Martha, hein? C'est son petit nom. Hein? Donc, merci Marthe. Excellente journée. Allez. On va poursuivre cette émission parce qu'on a encore d'autres choses à vous proposer. Et si on partait sur les réseaux sociaux pour voir l'actu des réseaux sociaux avec une experte en la matière, Marina Kouakou, hein, que nous avons l'habitude de recevoir ici. Elle va venir, viens Marina, viens ma très chère. Ça va bien? Oui, hein? Marina Kouakou, mais son petit nom c'est Marina. Hein? Comme ça se fait au quartier. Allez, viens ma chère, mets-toi ici. On fait comme au football, je pense que... oui, voilà, c'est bien cela. On va voir si notre Faye MS qui est en haut, c'est bon? Faye, ça peut aller? OK. Alors, Marina, on va parler de deux sujets importants aujourd'hui. On va essayer de décrypter pour voir un peu, hein, parce qu'on a dit l'actu sur les réseaux sociaux, c'est essayer de voir, certes, ce que nous avons sur les réseaux sociaux, mais ce qui n'est pas forcément bon, hein, parce qu'il y a beaucoup de fake de fausses choses, j'ai envie de dire comme ça, de fausses choses, de fake news sur les réseaux. Hein. Fake news, c'est fausse nouvelle, hein, pas fausse chose. Fausse chose, ça c'est moi qui l'ai dit. Allons-y, ma très chère. On va commencer bien sûr avec un premier élément à proposer à nos téléspectateurs. On va parler du prix du cacao, hein, qu'on dit à 3200 francs CFA. Allons-y. Tout à fait. Il s'agit d'une vidéo qui a circulé sur TikTok la semaine dernière. Et comme on peut le constater, on nous annonce que le prix du cacao en Côte d'Ivoire grimpe à 3200 francs CFA. Et donc, pour la vérification, nous sommes allés principalement sur Google. Donc, on a effectué la recherche avec les mots-clés tels que prix du cacao 2026 en Côte d'Ivoire. Et là, on peut constater que voilà, on tombe sur des informations qui datent d'octobre 2025 qui nous dit que le coût du cacao était fixé à 2800. On a aussi effectué d'autres recherches, toujours avec les mots-clés, pour creuser davantage, avec prix du cacao 2025-2026 en Côte d'Ivoire et aussi prix du cacao 3200 gouvernement ivoirien.
Et comme je le dis, toutes ces recherches-là ont permis justement de retrouver le lancement voilà, qu'il monte légèrement un peu. Voilà, donc toutes ces recherches nous ont permis de retrouver le lancement de la campagne de commercialisation du cacao qui a été fait le 1er octobre. Et justement, c'est à cette occasion que le président ivoirien Alassane Ouattara annonçait que le prix du cacao pour l'année 2025-2026 passait à 2800 francs CFA. OK, bien sûr. Et donc, ce sont des mots-clés comme ça qu'on met pour rechercher la véracité de cette information. Oui, des mots-clés en fonction de la publication sur laquelle nous tombons. Oui, voilà, bien sûr. donc, quand on essaie avec quelques mots-clés qu'on ne trouve pas de résultats de recherche, on peut aussi utiliser d'autres mots-clés qui apparaissent dans cette publication qu'on cherche à vérifier. Bien sûr. Voilà, c'était la première information donc qu'il faudrait regarder avec beaucoup d'attention parce que c'est vrai que nous avons des... moi, j'ai vu tout à l'heure Abidjan.net, on a des pages comme ça, comme Monde Brut, on a des choses, on pourrait se dire que c'est vrai. Oui, on pourrait se dire que c'est vrai. J'allais en venir justement. Allons-y, Mathieu. Parce que dans cette publication, les images qui ont été utilisées, dans ces images-là, on constate qu'il y a des images du média brut. Et donc, quand on utilise un nom sur Internet comme Monde Brut et qu'on utilise des images du média brut, on peut effectivement tromper les internautes qui penseront à un média crédible tel que Brut. Pourtant, c'est juste quelqu'un qui est derrière son clavier et qui essaie de manipuler l'information. Bien sûr. Voilà, c'était la première information. La deuxième information, des rumeurs sur l'enlèvement du journaliste Franck Nguessan. On en parle. Alors ça, comme on peut le constater à l'écran, il s'agit d'une publication qui a circulé sur la toile après le Conseil des ministres de la semaine dernière. Donc c'est une publication Facebook. Et on nous dit que le journaliste photographe à Abidjan.net avait été enlevé par des escadrons de la mort. Tout comme le premier sujet, la vérification s'est faite également sur Google principalement. Donc on a d'abord utilisé l'illustration de la publication pour avoir quelques résultats de recherche. Et vous voyez là, en haut, on a entré la photo et on se retrouve encore avec cette information qui circule de l'autre côté là-bas. Okay. On constate qu'il ne s'agit pas d'un média, donc on va encore aller creuser davantage avec des mots-clés comme le journaliste Franck Nguessan, mis aux arrêts. Voilà. On tombe déjà sur une page Facebook qui nous dit déjà le concerné, Franck Nguessan. C'est fake news, bon, je vais bien grâce à Dieu et tout ça, mais c'est toujours pas encore crédible. Donc, on continue la recherche en tapant d'autres mots-clés tels que le journaliste Franck Nguessan. C'est vrai que ça n'apparaît pas ici. Moi, on a mis Abidjan.net. Et là, tout de suite, on tombe sur un démenti du média qui dit Côte d'Ivoire, fake news, rumeur d'enlèvement de Franck Nguessan. Et donc, quand on clique sur l'article, on se rend compte qu'effectivement, le média est en train de démentir cette fausse information. Et de plus, il faut savoir que le journaliste lui-même, il a apporté aussi un démenti à cette fake news sur la plateforme. Voilà, des journalistes, donc la plateforme qui regroupe tous les journalistes de Côte d'Ivoire. Bien sûr, oui. Voilà, et la plateforme WhatsApp, donc on a, avec toutes ces recherches associées à ce qu'il a lui-même partagé après, on se rend compte tout de suite qu'il n'en est rien. Nous sommes bel et bien sur une fake news. Bien sûr. Merci beaucoup. Donc, Marina, elle a dit quelque chose de très important depuis le début de cette rubrique, c'est qu'il faut prendre les mots-clés pour pouvoir rechercher, bien sûr, les informations, pour voir si ce n'est pas des fake news, de fausses informations, bien sûr, parce qu'il y en a beaucoup sur les réseaux sociaux. Donc, des mots-clés, et puis dans la barre de recherche et surtout les différents sites. Là, on a Abidjan.net. Moi, je reviens un peu là-dessus parce que quand généralement on voit une information, on cherche tout de suite la source. Et quand on voit que c'est une source qu'on dit crédible, tout de suite, on est emballé. Oui, là, et il faut savoir quand même que Abidjan.net a été quand même assez réactif. Hein, oui. Parce que dans d'autres cas de figure, souvent, le média n'a pas encore le temps de démentir et l'information prend de plus en plus de l'ampleur. Oui. Et là, vraiment, je tiens vraiment à saluer la rédaction d'Abidjan.net qui a été prompte sur ce sujet-là.
Oui, bien sûr. Ça a permis de clarifier assez rapidement les choses. Ils ont les yeux et les oreilles partout. Donc, tout de suite, quand quelque chose est faux, on réagit. Merci, ma très chère. C'est bon pour aujourd'hui? Oui, c'est bon pour On peut continuer? Mais ça va? C'est bon pour aujourd'hui. On a justifié le salaire. Hein? Oui. Marina, on vient là, ma très chère Marina. Alors, Marina, franchement, viens. Je sais que sur les réseaux sociaux, on parle beaucoup d'environnement aussi. Hein. Oui. Il y a beaucoup de sites et tout. Il y a un expert qui est là. Hein. Peut-être que vous allez collaborer, on ne sait jamais. Oui. Avec qui on parle de RSE, c'est ça, docteur? On va parler d'RSE, de responsabilité sociétale de nos différentes entreprises. On va voir un peu le bien fondé de cela. Merci, Marina. Ça a été un plaisir. C'est le plaisir partagé. Merci, ma très chère. Allez, on va poursuivre. Donc, docteur, je suis à vous dans quelques instants. Pour l'instant, on va aller avec Infotrafic. On permettra d'avoir des informations bien sûr, sur nos routes. Qu'est-ce qui se passe ce matin dans différentes communes, donc. Et donc, si on est prêt avec la réalisation, on part avec le premier informateur. Ce sera après ce jingle. Notre très cher Ousmane Bari pour démarrer cette rubrique. Avec lui, c'est bien sûr Adjamé. Adjamé et les artères de cette commune. On va savoir ce qui se passe un peu ce matin du côté d'Adjamé. Bonjour Ousmane. Oui, bonjour Thierry Angeval, bonjour à toute la Côte d'Ivoire. Allez, on vous écoute très cher. Alors donc je suis posté au niveau du carrefour Djenito-Bénan où le flux de véhicules, même s'il est déjà important, s'intensifie progressivement. Dans l'ensemble, les différents axes qui convergent vers ce carrefour restent dégagés, ce qui permet pour l'instant une circulation assez fluide. Sur ce l'axe Bénan de la route du Joe est ralenti à cause donc de l'afflux de véhicules au feu tricolore. Le fil de véhicules s'étire même sur une bonne distance sans toutefois occasionner d'embouteillage majeur pour le moment. Les automobilistes empruntant cet axe doivent simplement prévoir un léger perte de temps, mais vraiment rien de préoccupant. Cependant, au regard donc de l'activité qui s'intensifie dans la zone, il serait mieux pour ceux qui ne sont pas encore sortis de la maison de se dépêcher. Sur la chaussée, le paysage est largement dominé par les véhicules de transport en commun, dont certains procèdent à des changements de direction au milieu du carrefour, ce qui nécessite une attention particulière. À cela s'ajoute une forte présence de piétons, majoritairement des élèves et des étudiants, très nombreux à traverser la zone à cette heure. Une situation qui appelle à la plus grande vigilance de la part des automobilistes, notamment à l'approche donc du carrefour et aux abords des passages piétons. Mais malgré tout, la circulation reste globalement maîtrisée pour l'instant. Merci beaucoup, Ousmane Bari. C'était les infos sur les routes du côté d'Adjamé. On va poursuivre avec un autre informateur, sinon une informatrice, Sandrine Wassa, que nous allons avoir dans quelques secondes seulement. Avec elle, je pense que c'est la Riviera, c'est depuis Benjaville, Riviera, toutes les Rivieras hein, que vous avez sur ce grand boulevard. Donc, Sandrine Wassa, bonjour. Bonjour Thierry Angeval. Allez, on vous écoute très cher, dites-nous tout. D'accord. Ce matin, je me retrouve au carrefour de la Riviera Faya. La circulation est fortement embouteillée sur le pont où un bouchon s'est formé entraînant des perturbations de trafic sur plusieurs directions. Sur l'ouvrage principal, les véhicules en provenance de Bingerville subissent un ralentissement marqué dû au rétrécissement de la chaussée. Cette contrainte a des répercussions sur l'avenue du général Akissi Kwame, qui est la voie longeant la clôture du nouveau camp en parallèle à la cité Génie 2000. Les deux axes convergent, ce qui accentue la densité du trafic. En revanche, les véhicules venant d'Adjamé circulent sans encombre. La chaussée est dégagée. Même constat sur l'avenue Cossil-Léon Conan en direction de la cité RCCI où la circulation demeure fluide sans signe de saturation routière. Côté transport en commun, notamment les BACA, la perturbation due au trafic entraîne une rareté des véhicules. Conséquence, les tarifs ont connu une hausse, même sur les courtes distances. Les usagers devront donc prévoir un budget supérieur à l'habitude pour leur déplacement ce matin. Merci beaucoup, Sandrine Wassa. Donc, depuis le carrefour de la Riviera, Faya nous a donné un peu le point de la route hein, de ce côté-là, donc pour toutes les personnes qui viennent de Bingerville, d'Angré, pourquoi pas, en passant par la cité 6, jusqu'à ce qu'on se retrouve à ce carrefour. Donc, allez, on va poursuivre avec Adam Bakayoko pour la suite. Avec lui, bien sûr, nous sommes de l'autre côté du pont. Bonjour, Adam. Bonjour
Thierry Ansval. Bonjour à tous les téléspectateurs de Matin Bonheur. Voilà, je suis présentement au grand carrefour de Treichville, non loin de la gare de Bassam. Ici, il n'y a pas grande affluence ce matin et sur le boulevard Félix Houphouët-Boigny, en direction du plateau, où les véhicules qui viennent de Koumassi et de Makori circulent normalement, mais le ralentissement se fait plus sentir à l'approche du pont Félix Houphouët-Boigny. Dans le sens opposé, en direction de Makori et de Koumassi, la circulation est fluide et la voie est bien dégagée. Par contre, vers le CHU de Treichville, la voie est rétrécie pour les travaux du métro d'Abidjan, ce qui crée un gros ralentissement. Les installations sont difficiles, donc les automobilistes ici font preuve d'une grande vigilance. À la gare de Bassam, ce matin, les passagers sont en rang, alignés avec une discipline bien remarquée pour embarquer vers Bassam et Gonzagueville. Thierry Ansval, il faut le dire, actuellement au carrefour de Treichville, dans pratiquement tous les axes, ça circule normalement, sauf dans le sens du CHU de Treichville. Et voilà l'essentiel de l'infotrafic. Et que Dieu nous garde. Merci beaucoup, amen. Gentil Adam Bakayoko. Donc, allez, merci à nos informateurs. On l'a dit, la suite dans Matin Bonheur, ce sera des échanges que nous allons avoir avec notre très cher... Attends, moi, je vais replacer ma table. Voilà, juste au milieu de moi, hein, pour être plus à l'aise. Hein. Ça peut aller? On va marquer 30 secondes, hein, juste nous permettre de souffler un peu. J'ai un peu trop parlé. Et puis, quand on revient, on va aller avec la rubrique. Ça peut aller. Allez, allons-y. Très cher. Après une saison complètement folle, complètement délirante, Allume la télé revient. Avec un maître du jeu plus en forme. C'est parti pour une trop belle soirée, une soirée inoubliable. Des invités incontrôlables, des jeux plus rigolos, des défis plus drôles. De la culture et du rire dans tous les sens. Et des stars qui mettent encore plus d'ambiance. Vos vendredis soirs ne seront plus jamais comme avant. Allume la télé revient, vous avez intérêt à être prêt. À suivre exclusivement et joyeusement sur RTI 1. Voilà, le retour de ce programme présenté par Jean-Michel Aunet. Donc, vos vendredis soirs seront bien agrémentés, bien sûr, avec notre très cher JM. Allez, nous poursuivons avec notre invité, le docteur Gaucho, que nous avons grand plaisir à recevoir ici. Hein. On rappelle, bien sûr, pour toutes les personnes qui nous suivent et qui ont l'habitude de vous voir ici, que vous êtes directeur de l'économie verte et de la responsabilité sociétale des organisations au ministère de l'Environnement, du Développement durable et de la transition écologique. C'est bien dit? C'est exact. C'est long, hein? Alors, avec vous, on va parler de RSE. On rappelle que c'est la responsabilité sociétale des entreprises qui désigne un peu l'intégration volontaire par des entreprises des préoccupations sociales, des actions bien menées par nos entreprises, comme l'a fait la RTI il y a quelques semaines, bien sûr, en remettant, en faisant des dons à des centres communautaires, bien sûr. Allez, pour mieux comprendre ce sujet, avez-vous parlé de contraintes ou opportunités? J'ai envie de demander, contraintes ou opportunités RSE? La RSE n'est pas une contrainte, oui. D'autant plus que dans l'introduction, vous avez dit que c'est une démarche volontaire. Bien sûr, oui. Ça veut dire tout simplement que l'entreprise qui ne fait pas du développement durable n'est pas sanctionnée. Donc, ce n'est pas une contrainte. Quelque part une contrainte parce que ce sont des disques que si les gens ont fait... Oui, une contrainte parce que cela va de soi. Oui. Je prends un exemple banal. Aujourd'hui, avec les changements climatiques, nous sommes dans une entreprise dans la RTI, s'il pleut et que la ville d'Abidjan est inondée, la RTI ne pourra plus faire de profit. Aucune entreprise ne pourra faire de profit. Donc, en quelque sorte, ça devient une contrainte parce que nous devons tous aller à la résolution des problèmes qui concernent la société. Donc, c'est cela la contrainte. Mais la contrainte, comme je le disais tantôt, il n'y a pas de sanction pour celle qui ne le fait pas. Mais on doit le faire parce que la société, nous sommes tous engagés dans le bonheur de la société. Je dirais même que c'est une opportunité pour l'image même de l'entreprise qui a une démarche RSE. Je prends un exemple aujourd'hui, mais je vais le faire avec des exemples très concrets. Allons-y. Nous sommes à la RTI, qui est une entreprise de communication. Je prends la NCI, qui est une entreprise de communication. l'HTV, une entreprise de communication. Je viens à la RTI, ou bien tout client vient à la RTI et est confronté à un cadre de vie malsain.
où les employés ne sont pas respectés, les clients ne sont pas respectés, l'accueil vraiment fait défaut. Ça, c'est... Je ne dis pas que c'est ce qui est fait à la RTI. Non, c'est un exemple. Hein. C'est un exemple. Voilà, non, c'est pas ça. LCI, par contre, l'accueil du client est de mise, les employés sont respectés, on parle de l'équité sociale. Là-bas également, la gestion des ressources financières est très bonne. Vous voyez, s'il y a à choisir, tout de suite, le client choisira l'entreprise où toutes ces choses sont bien disposées. C'est ça, l'image de l'entreprise avec la RSE. Donc, l'entreprise qui a une démarche RSE a une bonne réputation, par contre, pourra faire encore beaucoup de profit. Donc, c'est une opportunité pour l'entreprise d'avoir une démarche RSE. Alors, avec ce que vous êtes en train de nous dire, votre chic exemple, c'est aussi un levier de performance. Exactement. Oui. Ça permet d'accroître également les chiffres d'affaires de l'entreprise qui a cette démarche. Aujourd'hui, ce qui va se faire dans les années à venir, le système des marchés publics a intégré la RSE. Ce qui veut dire quoi? Dorénavant, en Côte d'Ivoire, pour avoir accès à un marché, il faut présenter une démarche RSE. C'est-à-dire qu'il faut une entreprise qui intègre dans ses activités les préoccupations environnementales, sociales et économiques pour pouvoir avoir accès à la RSE et à un marché. Si vous n'avez pas une démarche RSE de qualité, mais écoutez, vos dossiers ne pourront pas être acceptés. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'autorité de la commande publique qui a inscrit cela dorénavant. Donc voilà un élément de taille pour que les entreprises puissent vraiment aller à la RSE. Donc si je reste toujours sur le mot levier, c'est par ricochet un levier de performance économique mesurable. Oui, exactement, c'est mesurable. Parce que ce que je viens de dire, quand je prends le volet économique, je prends le volet environnemental, je prends le volet social, il y a pas mal d'indicateurs qui permettront de mesurer votre performance qualité concernant la RSE. Alors, il pourrait y avoir des amalgames dans l'entendement de tout un chacun. Dites-nous un peu, quelle est la différence entre communication responsable et stratégie intégrée lorsqu'on parle de RSE? D'abord, une entreprise RSE est une entreprise responsable. OK. Quand vous n'êtes pas dans la RSE, vous n'êtes pas une entreprise responsable parce que dans la responsabilité sociétale, il y a ce qu'on appelle la redevabilité. Il faut rendre compte de tout ce que nous faisons. La gestion financière, la gestion du personnel, la gestion des ressources environnementales. Donc, si vous ne rendez pas compte, ça veut dire que vous reprochez quelque chose, vous cachez quelque chose. Donc, cela fait de vous une entreprise qui n'est pas bien vue. Donc, ce volet communicationnel, il faudrait que l'entreprise ait vraiment à faire fort dans la redevabilité. La RSE n'est pas simplement une chose parce que tout le monde doit la faire, non. D'aucuns comprennent ça comme ça, hein? Non. Il ne faut pas comprendre cela de cette façon-là. Je dirais même qu'il faut aller plus loin. Aujourd'hui, la RSE, c'est le développement durable. Aujourd'hui, on parle des 17 objectifs de développement durable. Qu'est-ce que l'entreprise fait quand on prend, par exemple, le cas de la fin zéro? La fin zéro ne doit pas être une affaire du gouvernement. Même souvent, les gens parlent de... Ça, c'est l'État qui doit le faire, mais l'État, c'est qui? C'est nous tous qui sommes dans l'État. Donc, on parle très souvent du gouvernement. C'est le gouvernement qui doit le faire. Non. Une entreprise doit également contribuer à résoudre l'équation de la fin zéro. Une entreprise doit également contribuer à résoudre l'équation des changements climatiques de façon directe ou indirectement en utilisant, par exemple, à la RTI, je conseillerais même que vous utilisez les énergies renouvelables. Cela vous permettra de réduire votre consommation en électricité, donc réduire des coûts supplémentaires. Imaginez, vous avez l'électricité habituelle, le compteur qui tourne à longueur de journée, vous allez vous retrouver avec des factures exorbitantes, vous allez encore débourser plus d'argent à le faire que lorsque vous avez l'énergie solaire qui ne coûte rien, donc vous gagnez encore plus que
que ce que vous... De manière traditionnelle. De manière traditionnelle, voilà ce que je voulais dire. Bien sûr. Merci pour l'idée. Vous allez donner des idées à tout un chacun ce matin. Alors, est-ce que la RSE, c'est vrai qu'on parle de son importance, de son apport dans l'entreprise, mais est-ce que la RSE est accessible pour toutes les entreprises, ou possible même pour toutes les entreprises? Toutes les entreprises doivent aller à la RSE. OK. La RSE, c'est intégrer dans ses activités les préoccupations environnementales, sociales et économiques. Qu'on soit une entreprise, une grande entreprise, une entreprise moyenne, une petite entreprise, on doit pouvoir inscrire chacun à son niveau, à sa façon de faire ses préoccupations. C'est ce que ça veut dire. Donc la RSE n'est pas dirigée contre les petites entreprises ou bien pour les grandes entreprises. La RSE n'est pas un frein pour les petites entreprises pour émerger. On peut être une grande entreprise et puis quand on n'a pas une démarche RSE, on peut ne pas avoir une bonne réputation. On peut être une petite entreprise quand on a une bonne réputation parce qu'on a la démarche RSE, on peut s'y mettre. Peut-être là où il y a un problème, c'est lorsqu'on vous demande par exemple de produire des rapports RSE. Ce sont des choses qui coûtent très cher. Les grandes entreprises qui ont des moyens peuvent produire régulièrement des rapports RSE, mais néanmoins, il y a des mécanismes pour permettre aux petites entreprises aussi de produire des rapports RSE moins coûteux selon leur puissance économique. Donc, tout le monde a la possibilité d'aller à la RSE. Ce n'est pas réservé aux grandes entreprises. Toutes les entreprises sont concernées. Aujourd'hui même, on ne parle plus du RSO, responsabilité sociétale des organisations. Il n'y a plus que les entreprises, le secteur privé qui est concerné, mais toutes les organisations sont concernées à intégrer dans leurs activités le développement durable. Bien sûr. Que ce soit une ONG, une association, tout le monde doit s'y mettre. Je dirais bien indirectement ou directement. Indirectement en contribuant aux activités étatiques, directement parce qu'on crée soi-même des activités de développement durable. Bien sûr, donc c'est une belle performance, un levier de performance, bien sûr, sociale, économique, humaine aussi. Et humaine, oui, effectivement. Voilà. Oui. Alors, merci beaucoup au docteur Bosho Didier. Voilà, il est directeur de l'économie verte et de la responsabilité sociétale des organisations au sein du ministère de l'Environnement, du Développement durable et de la transition écologique. Avec lui aujourd'hui, bien sûr, RSE, contrainte ou opportunité. Et il a si bien dit, ce n'est pas une contrainte, c'est une belle opportunité pour tout un chacun et tout le monde y gagne. Bien sûr. Tout le monde y gagne. Merci beaucoup. C'est à moi de vous dire merci. Allez, c'est un plaisir de vous revoir. Parce que vous m'avez permis de parler de quelque chose qui est méconnu, et qui est peu pratiqué, mais qui pourtant est un avantage social important. C'est pour ça que nous sommes payés. Merci bien. Merci beaucoup. Allez, on va marquer une pause et on se retrouve dans quelques instants pour la suite de Matin Bonheur. On va parler de droit et on va parler de sentiments, d'amour, dans le droit. Oui, il y a ça aussi là-bas. Allez, à tout de suite. Une nouvelle saison de votre émission Notre fonction publique, moderne et performante au service de tous. Le rendez-vous qui vous donne toutes les informations sur la fonction publique. Notre fonction publique, moderne et performante au service de tous. C'est tous les mercredis après le JT de 20h sur RTI 1. Le JR, le journal des régions, un nouveau rendez-vous de l'information de la grille des programmes de la RTI. Tous les dimanches à 15h sur RTI 1. Suivez les reportages, dossiers et interviews de nos reporters, nos correspondants sur place dans les districts et régions de la Côte d'Ivoire. Le JR, le journal des régions, c'est l'information plus proche de vous, l'information de proximité sur RTI 1. Après une saison complètement folle, complètement délirante, Allume la télé revient. Avec un maître du jeu plus en forme. C'est parti pour une trop belle soirée, une soirée inoubliable. Des invités incontrôlables, des jeux plus rigolos, des défis plus drôles. De la culture et du rire dans tous les sens. Et des stars qui mettent encore plus d'ambiance. Vos vendredis soirs ne seront plus jamais comme avant. Allume la télé revient, vous avez intérêt à être prêts.
À suivre exclusivement et joyeusement sur RTI 1. Séries, films, émissions, replay. Toute la richesse de la RTI, quand vous voulez, où vous voulez. Avec RTI Play, vivez toutes les histoires qui nous rassemblent. RTI 1, la chaîne qui rassemble. Non, c'est que votre argent, c'est caca de chat, madame. Le cadenas qui est cassé. Hein. Quoi? Toi, on parle encore. Hein? On peut avoir voiture et puis souffrir comme ça. Faut pas, on va les faire payer bouger seulement. Toi, mais trompé. Au lieu de prendre ça là pour aller payer une de motel là, on paye une 1000 francs chez la Nango. Puis le reste, on met dans la poche. C'est fini. Ça va bien. Je vais vous frapper. Hein. Mais le vieux mangué. Qui a fait ce genre de choses? C'est Lago. Il s'appelle Lago le mécanicien. Diffusion du lundi au vendredi après le journal de 20h sur RTI 1. Voilà, nous sommes de retour dans Matin Bonheur, c'est le dernier virage de cette émission. Eh bien, il faut le dire, mariage business, double vie. On essaie de se faire passer pour le fils d'un riche. On est héritier pour pouvoir séduire, bien sûr, une femme et l'avoir chez nous à la maison. Ben, on connaît ce genre d'ambition. Donc, on en parlera ici avec une experte en la matière. Elle est docteure en droit. Elle nous dira, bien sûr, que dit la loi sur cet état de fait lorsqu'on parle d'escroquerie sentimentale. Docteur Sandrine Adon, elle nous a donné des sujets, mais ce sujet-là, franchement, très cher. Installez-vous donc. Alors, avec vous, on va parler des gens qui se font passer pour des personnes très aisées, pour pouvoir avoir une femme. Hein? On se fait passer pour un héritier. Hein? Pourtant, c'est un poivron. Allez, jingle, à tout de suite. Nous sommes dans la période de la Saint-Valentin. Hein? Donc, on essaie de s'adapter? Tout à fait. OK. Alors, la loi dit quelque chose sur ce que je viens de dire là. Oui. Évoquer plutôt. Oui, mais il faut faire une petite précision. Oui. Très souvent, toujours les précisions. Oui, bien sûr. Oui. Quand on parle d'escroquerie sentimentale, il y a cet aspect-là qui est l'arnaque au sentiment. Il y a des personnes qui vont se faire passer pour certains par le biais des réseaux sociaux ou d'Internet pour obtenir quelque chose en échange. Et dans certains pays, c'est légiféré là-dessus. Chez nous également, mais on ne l'appelle pas concrètement escroquerie sentimentale. Il fallait que ce soit sûr, en fait. OK. Alors, elle a si bien indiqué, voilà ce dont nous allons parler aujourd'hui dans cette émission. Donc, et oui, on est avec Sandrine Adon. Avant de repartir avec Sandrine Adon, on vous rappelle bien sûr que vous êtes sur RTI 1 et vous suivez Matin Bonheur et que ce rendez-vous de 6h à 7h30 minutes. Donc, si vous voulez bien sûr avoir toutes les informations fraîches du matin, c'est 6h, 7h30. Nous, on se lève très tôt le matin ici pour votre plus grand plaisir et c'est pour ça que nous vous accompagnons tout au long de votre journée avec le peps et le punch que nous vous permettons d'avoir, bien sûr, en début de journée. Donc, alors, Sandrine Adon, donc on revient à notre sujet. Très important. Il y a beaucoup de personnes qui vivent ce genre de choses? Oui, il y a énormément de personnes. Et comme je le disais tout à l'heure, si on prend notre code pénal, par exemple, on ne verra pas un endroit où c'est marqué escroquerie sentimentale, pour que ce soit bien clair. Mais ici, il y a plusieurs situations donc, qui vont faire penser un peu à l'escroquerie telle que prévue par notre code. Et donc, dans le cadre de cette émission-là, toutes les situations qu'on va présenter, ce sont des personnes avec des manœuvres pas très intéressantes, voilà, qui vont venir commettre des actes vis-à-vis des personnes. Il peut s'agir d'un aspect autant financier qu'un aspect purement sentimental. Dans tous les cas, on va le mettre en exergue. On va donc comprendre avec les cas pratiques. Le mariage business. D'accord. L'appât du gain. Kwasi, riche planteur, épouse amenant, qui se présente comme une femme d'affaires. Elle insiste pour un mariage sous le régime de la communauté de biens. 2 mois plus tard, Amena contracte des prêts importants auprès de particuliers et de banques en utilisant les titres fonciers de Kwasi comme garantie. Ensuite,
Elle disparaît. Question. Kwasi peut-il être tenu responsable des dettes contractées sans son consentement? Le fait de se marier dans l'unique but de dépouiller son conjoint peut-il être qualifié pénalement? On répond. Alors, ici, on sait déjà qu'ils sont mariés. Oui. Dans le cas de figure de ce couple-là, le mariage a été célébré. Et ils ont même choisi le régime de la communauté de biens. À partir de là, les règles du régime vont s'appliquer lorsqu'il s'agira de déterminer qui paye les dettes. Oui. Et dans le cas du régime de la communauté de biens, pour ce qui concerne les dettes, on va chercher d'abord à savoir qui a eu l'initiative de la dette. C'est vrai qu'il y a des dettes communes, mais ces dettes communes-là doivent entrer dans ce qu'on appelle l'intérêt du ménage. Donc, c'est seulement quand les dettes sont dans l'intérêt du ménage que les deux époux sont tenus obligatoirement de les payer. Si ces dettes-là n'ont pas été commises ou faites dans l'intérêt du ménage, que c'est à l'initiative de l'un ou l'autre des époux, on peut poursuivre sur les biens communs, mais ensuite sur les biens propres de l'époux qui a eu l'initiative de la dette. Seulement en ce qui concerne le cas de monsieur ici, elle a utilisé des titres fonciers qui lui appartenaient pour servir d'une sorte de garantie. Donc à partir de ce moment-là, c'est ce qu'elle a utilisé comme élément de garantie qui va servir justement à adosser ou bien à pouvoir régulariser la dette si elle ne paye pas. Donc finalement, ce n'est pas parce que c'est lui qui règle ou ce n'est pas parce que c'est lui qui est forcément tenu, mais c'est parce que justement, il intervient ici à travers les biens qu'il a. Voilà, les titres fonciers qu'il a. Sinon, vu qu'elle ne l'a pas engagé directement pour les besoins du ménage, encore, il va falloir déterminer. Si elle dit qu'elle a acheté une maison pour le couple, ça devient pour les besoins du ménage. Donc, à partir de là, il pourra être tenu aussi. Si la communauté ne peut pas payer, si elle ne peut pas payer, on pourra revenir vers lui dans ces cas-là. Maintenant, est-ce que ces éléments-là sont susceptibles de qualification pénale? Ici, on a une atteinte à la propriété. Or, en matière de mariage, les conjoints bénéficient de ce qu'on appelle l'immunité familiale pour tout ce qui est atteinte à la propriété. Ça veut dire quoi? Tout simplement, l'infraction existe, l'infraction a été commise, mais on ne va pas engager la responsabilité de l'auteur de l'infraction. Ce qui veut dire, par exemple, que si vous volez votre mari, vous faites de l'escroquerie vis-à-vis de votre femme, abus de confiance vis-à-vis de votre femme, on ne peut pas vous poursuivre pénalement. Ça veut dire qu'on ne peut pas vous mettre en prison ou vous ne pouvez pas payer d'amende. Mais ça ne veut pas dire que sur le plan civil, vous ne pouvez pas intenter une action en réparation bien pour obtenir remboursement. Tout simplement. Voyez, bon. On va poursuivre. L'usurpation de qualité, le faux destin. Marc séduit une jeune cadre en se faisant passer pour un haut magistrat. Costume de luxe, fausse nomination, voiture louée, tout est mis en scène. Il se marie. Dès le lendemain de la lune de miel, elle découvre qu'il est sans emploi et qu'il a financé le mariage avec les bijoux qu'il lui a volés. Question. L'erreur sur la qualité, sur une qualité essentielle du conjoint, peut-elle entraîner l'annulation du mariage et le vol entre époux est-il poursuivi? Alors, ici, il faut déjà distinguer les choses. Oui. En droit ivoirien, on admet certaines erreurs, mais ce sont des erreurs sur ce qu'on appelle les erreurs sur l'identité civile et l'identité physique de la personne. Par exemple, vous avez voulu vous marier à M. A et c'est M. X qui s'est présenté. Mais comme M. A et M. X se ressemblent énormément, vous n'avez pas épousé. Bon, ça, je suppose que ça peut arriver. Enfin. Voilà. Mais c'est dans ce genre d'erreurs sur l'identité civile. Ou alors, il y a des erreurs sur son extrait de naissance, ce genre d'éléments-là. Ce sont ces erreurs-là qui vont venir invalider le mariage, donc entraîner l'annulation du mariage. Ce sont des erreurs dites substantielles. Mais en droit ivoirien, il y a un adage qui dit « en amour, trompe qui peut ». Ça veut dire qu'on a, entre autres, le droit de faire du dol pour obtenir des sentiments de la part d'une autre personne. Non, faire croire qu'on est un magistrat, alors qu'on est peut-être un gardien, sans minimiser l'emploi de qui que ce soit, n'est pas une cause invalidante du mariage. Vous ne pouvez pas obtenir l'annulation de votre mariage parce que vous avez pensé qu'il avait telle qualité alors qu'il n'en avait pas ou bien il en avait une autre. Donc, ce n'est pas une cause d'annulation du mariage. Peut-être que plus tard, vous pourrez aller en cherchant les causes du divorce pour divorcer, mais pas annuler le mariage. Donc, c'est déjà ça le premier point. Donc, l'erreur qui invalide le mariage, c'est l'erreur soit sur l'identité civile ou l'identité physique. L'identité physique, c'est par exemple
quelqu'un qui savait qu'il ne pouvait pas, quelqu'un ou quelqu'une qui savait qu'il ne pouvait pas procréer ou bien entretenir des relations charnelles dans le mariage, qui le savait et qui l'a tué. Qui s'est tué donc avant le mariage et finalement l'autre découvre. Donc il y a une sorte d'erreur sur cet élément-là. C'est ce qui peut invalider le mariage. Sinon, au-delà, se tromper sur la qualité, l'emploi d'une personne ou son activité professionnelle n'est pas une cause invalidante du mariage. On a également parlé de vol. C'est vrai, mais il y a eu gros mensonges quelque part. Oui, mais ce n'est pas une cause d'annulation. Ça peut peut-être plus tard, vous pourrez utiliser cet élément-là pour divorcer. Par exemple, aller sur le fondement de l'injure grave, estimer que ça a été une injure pour vous et aller sur le fondement du divorce pour faute. Ou bien attendre 2 ans et puis avec son accord, faire un divorce par consentement mutuel si l'autre conjoint est d'accord, bien sûr. Et là, il faudra attendre 2 ans. Sinon, établir qu'il y a une faute et puis demander le divorce. Mais annuler le mariage, faire comme s'il n'avait jamais existé, non, ce n'est pas une erreur qui l'entraîne. Sur la question du vol. Allons-y. Alors, si le vol, tout à l'heure, on a établi que pour qu'on parle de vol, il peut exister, mais on ne peut pas poursuivre parce que la responsabilité sur le fondement de l'immunité familiale n'existe pas pour les conjoints. Donc, ici, si le vol en question a eu lieu avant le mariage, il ne s'agit pas, on ne peut pas invoquer l'immunité familiale, puisque c'est le moment où l'infraction a été commise qu'on va voir, on va analyser. L'infraction a été commise bien avant le mariage. Donc on pourra le poursuivre pour vol. Sinon, si c'est après le mariage que ça a intervenu, vous ne pourrez pas poursuivre votre conjoint. Tout ce que vous pourrez faire, c'est demander réparation, donc dommages et intérêts au remboursement. Voilà. Tout simplement. Oui. Alors. Malheureusement. Il y a beaucoup qui ne sont pas trop contents, ne pensent pas bien. Oui. On va aller avec le célibat géographique. D'accord. La double vie. Jean, vivant en Europe, épouse Fatou à la mairie de Cocody lors de ses vacances. Il lui promet de l'emmener, le rejoindre pendant 3 ans. Fatou lui envoie toutes ses économies pour préparer leur avenir. Elle découvre finalement sur Facebook que Jean est marié civilement en France depuis 10 ans. Question, quelle est la valeur juridique de ce mariage à célébrer en Côte d'Ivoire? Peut-on poursuivre Jean pour bigamie, même s'il réside à l'étranger? Alors, la valeur juridique de ce mariage-là, c'est que ce deuxième mariage sera entaché de nullité. Donc, on l'appelle, comme vous l'avez dit tout à l'heure, bigamie. La bigamie, c'est le fait de superposer, en fait, 2 mariages célébrés devant l'officier d'état civil. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, vous avez un premier mariage que vous avez célébré valablement, sans l'avoir dissous. C'est-à-dire vous n'êtes ni veuf ou veuve, vous n'êtes pas divorcé, et vous partez à nouveau célébrer un nouveau mariage devant l'officier d'état civil avec une autre personne. Ça vaut autant pour l'homme que pour la femme. C'est différent dans ce contexte-là de la polygamie, puisque en Côte d'Ivoire, on admet même la polygamie légale n'est pas admise. On voit très souvent une sorte de polygamie de fait. Qui s'installe où on fait un mariage civil et on superpose d'autres unions qui n'arrivent pas devant l'officier d'état civil. Oui. À partir du moment... la dot, voilà, la dot, par exemple, les mariages coutumiers et autres. À partir du moment où on va plutôt consacrer cette union-là devant l'officier d'état civil et qu'on la superpose à une autre qui existe et qui n'a pas été annulée, on va être accusé de bigamie. Et c'est une infraction. Ça passe jusqu'à 3 ans d'emprisonnement. Wow. Oui. Donc, peu importe l'endroit où on s'est marié, ça veut dire que si on s'est marié en France, quelque part, ça ne veut pas dire que le mariage célébré là-bas n'est pas valable. Donc, ce n'est pas une excuse ici pour la personne dont il est question d'avoir célébré un mariage et de venir célébrer un autre mariage. La limite territoriale n'empêche pas la validité du mariage en question. Donc, exactement, il peut être poursuivi pour bigamie ici. Parce qu'en plus, si ce fait-là est reconnu là-bas comme une infraction, il peut être poursuivi, même étant là-bas, et les autorités ont ce pouvoir-là. Donc, les limites territoriales ne sont pas une excuse pour se permettre de faire tout ce qu'on veut. OK. Alors, Sandrine Adam, là, on a déjà terminé, il est déjà l'heure. On va faire un petit récap de ce qu'on a pu dire pour que les gens puissent comprendre lorsqu'on parle d'escroquerie sentimentale, bien sûr, avec ces différents cas pratiques. D'accord. Alors, ce qu'on doit retenir, ou ce qu'on doit comprendre, c'est que lorsqu'on parle d'escroquerie sentimentale, c'est vrai qu'il y a le fait de mettre l'argent ou bien d'avoir pour but d'obtenir de l'argent en retour ou un certain gain
financiers en retour en utilisant les sentiments comme monnaie d'échange. Mais également, il faut savoir que certaines personnes dans certaines situations utilisent les sentiments simplement pour pouvoir obtenir de l'autre personne qu'elle cède. Oui. Donc, il faut faire attention. C'est vrai qu'on ne peut pas toujours poursuivre pénalement lorsqu'il s'agit que des sentiments, mais on a le droit aussi de poursuivre lorsqu'on estime qu'il y a eu un préjudice ou bien on a eu investi certains éléments de préjudice matériel. Ça, ce n'est pas au plan pénal. Au civil, on peut poursuivre pour obtenir réparation. Mais seulement, il faut être certain qu'on est dans le cadre de la loi et qu'on a raison de poursuivre. Ce n'est pas parce qu'on vous a promis le mariage qu'on est obligé de se marier. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut savoir parce qu'il y a le principe qu'on appelle la liberté matrimoniale. C'est-à-dire que jusqu'au moment du mariage, on a le droit de dire non. Donc, même si on vous a fait miroiter une union, que la personne se sépare de vous, c'est son droit le plus absolu. C'est seulement les manœuvres dolosives autour qui peuvent emmener à penser qu'il y a eu soit escroquerie ou pas. Merci beaucoup, docteur Sandrine Adam. Alors, on va terminer cette émission dans quelques secondes seulement, mais avant, on va aller avec ces deux photos à l'antenne avec l'aide de la réalisation. Bien sûr, ces deux photos qui nous permettent de saluer la performance de ces artistes qui font bien sûr la fierté de la Côte d'Ivoire. L'un qui reçoit un disque d'or, bien sûr, au Nigeria, et l'autre qui reçoit un single d'or en France, Didi B, donc pour le Nigeria, et Imra, avec ce single d'or, on voit ce feat en compagnie de Minx, Number One, cette très belle chanson. Donc, félicitations à ces deux artistes qui sont les porte-flambeaux du rap ivoire partout dans le monde. Véritable fierté de la Côte d'Ivoire, Didi B et Imra. Donc, on va donc venir. Est-ce qu'elle écoute le rap ivoire? Elle écoute le rap. Oh là là, Sandrine Adam écoute le rap ivoire. Quelle chanson de Didi B Imra elle aime? Didi B 2025. OK. Puis Imra, je crois, Vêtements. C'est? Vêtements. Non, moi, c'est Daddy que j'adore. Ah. Mais Number One, c'est pas mal aussi. Hein? Oui. C'est une très belle chanson. Et puis Didi B, il y a Ambry. Est-ce qu'elle connaît Ambry? Elle ne connaît pas. Ça, je suis pas. Oh, ça, j'ai ça dans le téléphone. On va écouter ça tout à l'heure. Hein? D'accord. Nous, on est tout. Hein? Nous, on est chétés, on est conspiration. Voilà. Nous, on est deux. On n'est pas dans les histoires, là. En tout cas, merci beaucoup, ma très chère Sandrine Adam. Merci à toutes les personnes qui nous ont aidés à préparer cette émission. Allez, merci à Gerson Boussou. Merci à la production. Merci à l'édito. Merci à la régie numérique. Hein? Notre très cher Kofi Abdul, voilà, à qui on fait un petit coucou. Et puis, voilà, merci d'avoir suivi Matin Bonheur. On se retrouve tranquillement demain pour le cours de mercredi. Et puis, soyez assidus, hein? Et puis, ne dormez pas en classe, même si on a sommeil le matin. Ce n'est pas du tout évident. Que Dieu vous garde. N'oubliez jamais de le mettre au centre de tout. C'est le seul qui gère. Merci, au revoir. Savourez le bon café et le bon chocolat de Côte d'Ivoire. Le café cacao de Côte d'Ivoire, la force des champions.